Les axiomes de communication. Il y en a en tout 5 que l'on retrouve aussi dans la thérapie de couple et surtout dans la communication et la relation du couple. Un axiome de communication est un principe servant de base à une démonstration, un principe évident de soi. Pour exemple, le premier axiome, nous allons parler de on ne peut pas ne pas communiquer, c'est-à-dire que même quand on ne fait rien, le fait de ne rien faire transmet un message à l'autre. Le second axiome est l'axiome de toute communication, présente 2 aspects, le contenu et la relation. C'est-à-dire que, par exemple, si un partenaire va dire à son autre partenaire « je ne me sens pas bien », que cela signifie-t-il? Que 1. Il a besoin d'être plein, 2. Il a besoin d'aide, ou 3. Il a besoin d'être désiré. C'est-à-dire que ce message peut être lu de 2 niveaux. Vous avez le premier niveau qui est, comment dire, littéral, et le second niveau qui est une lecture secondaire, et c'est là où rentre l'axiome en question. Aussi, le message peut être accompagné de mimiques, de réactions, d'essoufflements, n'importe quel comportement ou gestuel qui va accompagner ce message-là transmet aussi une information à l'autre. Une relation saine et équilibrée va donner de l'importance au message, et principalement au message, contrairement à une relation malsaine et déséquilibrée qui va donner plus d'importance à ce qui entoure le message, c'est-à-dire les mimiques, le regard, le comportement, la respiration, l'état d'esprit dans lequel le message est transmis et envoyé. Pour exemple, si je devais vous dire « je vous adore » et le répéter d'une manière différente, « je vous adore », le contenu, dans ce cadre-là, n'a plus vraiment d'importance. Il arrive en second degré. Et le ressenti que vous allez avoir va concerner surtout ce qui est en train d'entourer le message et non plus l'information en elle-même. Troisième axiome, il s'agit de la ponctuation des séquences de communication entre les partenaires. Un exemple qui, je pense, sera beaucoup plus parlant, c'est monsieur qui rentre chaque soir en retard et madame qui commence à crier dès lors que monsieur met le premier pas à l'intérieur de la maison. La réaction de monsieur va être immédiatement de ressortir ou de s'enfermer dans sa chambre. Et cela va rester comme un axiome qui continuera à séquestrer le couple dans une relation malsaine car la communication est mal orientée. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le couple a besoin de ponctuer sa communication. On explique à madame que sa réaction ne va que renforcer le comportement de fuite de son partenaire. Et aussi au partenaire que sa réaction lui-même de fuite ne va que renforcer la colère et la frustration de madame. Le quatrième axiome, il s'agit de la communication digitale et de la communication analogique. Pendant que la communication digitale est basée sur de la logique, de la rationalité, j'ai faim, veux-tu venir acheter avec moi? Est-ce que tu es d'accord pour qu'on change, pour qu'on déménage vers cette ville-là, vers ce lieu-là? Est-ce que tu préfères dîner dehors ou manger à la maison? Et ainsi de suite. C'est-à-dire que la communication digitale est claire et nette. Elle est basée sur la logique et les rationnels. Malheureusement, la communication analogique, qui est le contraire, définit souvent une grande partie de la relation du couple. La communication analogique, elle, est très intuitive et porteuse d'un message en double. La communication analogique est porteuse d'émotions, est porteuse de charges émotionnelles, est porteuse de sous-entendus, est porteuse de réactions implicites, parfois même inconscientes. Un exemple, quand on pleure, on peut pleurer parce qu'on est heureux, on peut pleurer parce qu'on est triste, on peut pleurer parce qu'on est empathique. Aussi, cette communication est chargée et souvent prête à confusion et à malinterprétation. Aussi, en tant que praticien de thérapie de couple, nous avons le devoir et surtout la conscience de amener nos patients ou nos clients en consultation à rediriger leur communication analogique vers une communication digitale, c'est-à-dire à convertir leur communication qui est très chargée en émotions et en sentiments vers une communication
plus neutre, mais plus clair. Par exemple, je pleure parce que je me sens blessé, je me sens trahi, je me sens rabaissé. Ou au contraire, je pleure parce que je me sens heureuse, reconnaissante. J'ai de la gratitude, je suis touché. Aussi, et pour finir, dans toute communication, nous avons besoin de ces deux axes, qu'ils soient digital ou analogique. Cependant, il est important et très très important même de clarifier cette communication, de l'emmener vers un canal qui soit plus neutre, je dirais, mais aussi plus consensuel, où la personne peut exprimer ses émotions, peut exprimer son mal-être, peut exprimer sa frustration, mais de façon plus ou moins claire pour que le message arrive parfaitement à son ou sa partenaire. Cinquième axiome, tout échange est basé sur une relation de communication symétrique ou complémentaire, selon qui se fonde sur l'égalité ou la différence. Exemple, un couple se forme et se rencontre toujours sur la base des similitudes, c'est-à-dire sur les choses que l'on retrouve autant chez l'un que chez l'autre. J'aime le basket, tu aimes le tennis. J'aime sortir, tu aimes te détendre à l'extérieur, et ainsi de suite. Cependant, dans la réalité des choses, le couple se construit et se renforce surtout avec les différences des partenaires. Car rappelez-vous, une relation construite et basée sur les similitudes des deux partenaires souvent finit malheureusement sur un échec. Pourquoi ? Parce que les deux partenaires se ressemblent tellement qu'ils finissent par devenir concurrents. Et chacun va tenter de dominer l'autre. Au contraire d'une relation symétrique, une relation complémentaire va permettre que dans le couple, chacun va être respecté dans ses compétences et ses intérêts. C'est-à-dire que chacun va reconnaître la compétence et la position de l'autre. L'un donne, l'autre reçoit. L'un travaille à l'extérieur, l'autre travaille à l'intérieur. Et ainsi de suite. Dans le couple complémentaire, c'est la différence qui va justifier cette relation et la renforcer avec le temps. Ils deviennent complémentaires l'un à l'autre et non concurrentiels, où chacun des deux va chercher à être et montrer qu'il est le meilleur dans cette relation. Cependant, en tant que praticien, nous devons faire attention à ce qu'un couple trop complémentaire ne s'éloigne pas trop l'un de l'autre et finit par se perdre. C'est pour cela que dans le cas d'un couple complémentaire, notre travail va être complètement différent d'un couple symétrique. C'est-à-dire que pour un couple complémentaire, nous allons faire en sorte qu'ils se rappellent de ce qui les rapproche, de ce qu'ils partagent ensemble. À la différence d'un couple symétrique, où là, nous allons complètement travailler ce qui les différencie pour renforcer leur lien. Rappelez-vous que toute communication est une communication, qu'elle soit verbale, corporelle, sonore, et aussi qu'elle va susciter une réaction, ou plutôt ce qu'on appelle une rétroaction. Par exemple, ne rien dire, c'est une communication. Ne rien faire, c'est une communication. C'est-à-dire que je n'ai rien dit, j'ai fait quelque chose, rien. Je n'ai rien fait, j'ai fait quelque chose, rien. Pour certains couples, il n'y a pas réellement de communication par l'un des deux partenaires ou les deux partenaires, mais plutôt une relation, malheureusement, basée sur l'influence et une volonté de dominer l'autre. Par exemple, des partenaires qui vont raconter leur histoire de vie, où l'un va dire que nous nous sommes rencontrés au début de l'année 98, l'autre partenaire va réagir non. C'était fin d'année 98, donc tu peux dire qu'on a commencé notre histoire en 99, et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans certains couples, ce n'est pas de la communication, mais de la ponctuation dont l'objectif caché est de dominer la communication de l'un et de l'autre. Et surtout, influer et influencer l'histoire du couple dans son intérêt uniquement, et pour valider sa vision personnelle de l'histoire du couple. Le thérapeute ne doit être influencé ni par l'histoire de l'un, ni par l'histoire de l'autre. Mais dans ce cas de figure, doit emmener le couple à identifier une autre histoire qui est parfois même inconsciente, mais qui a affecté et peut-être emmener le couple à vivre cette crise. Cela peut être le décès d'un proche,
la perte d'un emploi ou toute autre situation qui a impacté et affecté le couple dans sa relation. Ce qui est plus important dans la communication d'un couple, ce n'est pas tellement ce qui est dans le message, mais plutôt la façon dont le message est transmis. Comment l'autre va recevoir ce message. L'analogie l'emporte toujours sur le digital. Apprendre à mieux comprendre au sein du couple est important, mais ce n'est pas l'essentiel. L'objectif d'une thérapie de couple n'est pas seulement que les partenaires apprennent à communiquer ensemble, mais plutôt qu'ils apprennent à partager leurs émotions et leurs ressentis.